Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer. Je suis donc Franck Solacrou, le directeur du SMEAG. On est réunis pour ce troisième webinaire. On a pas mal d'habitués, je vois, désormais, une très belle audience puisqu'on a plus de 115, je crois, inscrits. On est sur quelque chose qui rentre avec un cycle régulier pour une problématique qui nous préoccupe beaucoup, à savoir l'eau et l'urbanisme. S'il y a à peu près, je dirais, 10 ans, hein, c'était des prémices sur ces sujets pour tendre des ponts entre ces deux politiques. On voit désormais peu de gens ont des doutes hein, sur les enjeux qui relient ces deux politiques et le besoin de vraiment travailler sur l'urbanisme avec les enjeux du changement climatique. Euh, Aujourd'hui, on va parler des enjeux quantitatifs. Je dirais que là aussi, il y a une prise de conscience sur ce sujet qui est relativement récente et les sécheresses de 2022 et 2023 ont permis de voir qu'il y avait de vrais enjeux avec désormais hein, des permis de construire qui se voient refusés pour cette problématique d'accès à la ressource en eau. On a vu en Ardèche, dans le Var, dans les Pyrénées-Orientales, et on voit beaucoup de maires, même sur notre sud-ouest, qui se posent ces questions. Donc je crois qu'on est en plein dans le sujet, même si sur la Garonne, et Nicolas tout à l'heure va en parler, on a un dispositif de soutien d'étiage qui est un vrai amortisseur sur ces crises, parce que la Garonne, vous le savez, est un axe de développement majeur. Il y a près de 1,5 million d'habitants hein, qui dépendent de l'eau potable de cette Garonne, et on aura le témoignage de O47 sur ces problématiques d'eau potable. Je ne vais pas être trop long puisque c'est 1 heure pile que nous avons ensemble. Je tiens encore à remercier nos intervenants hein, qui ont pu se libérer, la présidente, la directrice de O47, la directrice du SCOT dans la Drôme. Merci encore à vous. Et un petit dernier mot quand même, parce que ce troisième webinaire est un peu particulier, puisque Daniel Roche, qui est avec nous sur ces thématiques depuis près de 5 ans, va s'envoler, si je puis dire, vers de nouveaux horizons professionnels. Et donc, c'était l'occasion de le remercier encore pour son engagement et son travail. C'est un petit peu là, justement, ces cycles de webinaires, une traduction, on va dire, très opérationnelle de son engagement auprès de nous. Donc, merci encore à lui. Je lui passe d'ailleurs, sans transition aucune, la parole pour attaquer ce webinaire. Merci à vous et très bon temps d'échange. Bien, merci beaucoup. Ça me met la pression, mais merci beaucoup. En tout cas, bon, c'est un plaisir de vous recevoir tous ce matin pour ce troisième webinaire, donc sur l'enjeu qui est bien identifié, comme cela a été rappelé à l'instant. Pour présenter un peu le déroulé de l'heure que nous allons partager ensemble, je vous ai remis un peu le programme de ce qui a déjà été présenté, mais surtout ce qui va venir, puisque bien sûr, l'enjeu de l'eau est à diverses phases, si on peut dire comme ça, en tout cas plusieurs thématiques qui rentrent en jeu. Aujourd'hui, on va parler des enjeux quantitatifs, mais en février, on va parler des risques d'inondation. Ensuite, il y aura la gestion des eaux pluviales, la biodiversité et les zones humides. Et puis, le 16 mai, on aura la question de la qualité de l'eau. Bien sûr, ça, c'est les premiers thèmes qui ont été envisagés, mais à la fin de chaque webinaire, il y a un questionnaire de satisfaction qui vous est envoyé. Et à ce moment-là, vous pouvez, vous aussi, poser des questions quoi, si nécessaire, mais surtout présenter des thèmes qui vous semblent intéressants à aborder. Et on a déjà identifié 2 ou 3 thèmes qu'on pourrait ajouter à ce type de webinaire. Donc voilà, ce webinaire, il va jusqu'au 16 mai, mais il peut encore continuer jusqu'à la fin de l'année 2025 si possible. On va faire donc 1 heure. On va essayer de tenir toujours le timing. Si vous avez des questions, les questions qui seront posées aujourd'hui au webinaire et seront ensuite présentées et disponibles dans la page qui vous est affichée ici à l'écran. Et je tiens donc à remercier les participants de cette matinée, à savoir donc Franck Solacrou qui a fait l'introduction, mais aussi Nicolas Cardot, mon collègue, qui va présenter le soutien d'étiage de la Garonne. Nadine Launay et Geneviève Lelanic qui vont présenter donc le retour d'expérience sur le schéma de la ressource en eau de Haut-47, donc le département 47. Et puis donc Madame Rossi, directrice du SCOT, syndicat mixte du SCOT Vallée de la Drôme, qui ont fait une étude très intéressante sur les enjeux bilan besoin ressources en eau notamment. Donc vous le voyez, c'est 3 échelles différentes
de la thématique de la gestion quantitative, on a une échelle bassin versant large avec la Garonne, on a ici l'échelle départementale, mais aussi l'échelle opérationnelle d'un SCOT, si on peut dire comme ça. Et on va voir qu'il y a des implications à faire entre ces différents périmètres d'action. Avant de laisser la parole à mon collègue Nicolas, et je tiens à rappeler que vous pouvez poser des questions à tout moment dans le chat directement et on pourra y répondre à la fin de chaque présentation. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, elles sont reprises et vous pourrez les retrouver dans la page donc, qui est dédiée à ce cycle de webinaire qui est affichée également à l'écran. Bien sûr, je rappelle, chaque présentation et également le replay est disponible dans le site présenté à l'écran. Bien, Nicolas, je te laisse donc poursuivre pour la première présentation sur le soutien d'étiage de la Garonne. Oui, bonjour, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous faire une présentation là, du soutien d'étiage de la Garonne. Le soutien d'étiage, il est assuré par le SMEAG depuis, donc ça fait 31 ans qu'il y a du soutien d'étiage qui est réalisé sur la Garonne depuis 1993. Vous pouvez voir sur la carte, c'est le bassin de la Garonne avec du coup le corridor de la Garonne et les différents affluents. Et sur cette carte, on observe toutes les retenues qui sont mobilisables pour le soutien d'étiage de la Garonne. L'objectif, c'est de tenir différents seuils qui sont fixés soit par le DAGE, soit par des arrêtés, donc les débits d'objectifs d'étiage, alerte renforcée, tout au long de la Garonne, pour sécuriser les usages tout en préservant le milieu. Et sur cette partie-là, donc il y a un travail qui est fait depuis 31 ans, comme je disais, par le SMEAG et avec une volonté dans le cadre du changement climatique d'essayer d'avoir le plus de volume possible. Et on peut voir que sur les dernières années, entre 2019 et 2024, donc on a pu augmenter à peu près de 40% les volumes qui sont mobilisables pour le soutien d'étiage de la Garonne. Et on a également augmenté les capacités en pointe. C'est aussi pour ça qu'on cherche à avoir le plus de retenue possible, parce que parfois, au cœur de l'étiage, ce qui manque, c'est pas forcément les volumes, c'est vraiment de pouvoir avoir les débits suffisants pour réalimenter la Garonne et éviter de franchir les différents seuils, que ce soit le DO ou l'alerte. Également, c'est quelque chose qui est très important qu'on a pu mettre en place en 2023 et en 2022 un petit peu, c'est qu'il y a une solidarité de bassins qui s'opère et il y a plusieurs protocoles interbassins avec du coup le Lot, le Tarn-Aveyron et la Nesse Rivière de Gascogne, une forme de solidarité qui s'opère où quand il y a une situation un peu moins tendue sur un des bassins, alors que sur la Garonne c'est plus tendu ou inversement, on peut mobiliser des volumes pour soutenir donc soit la Garonne, soit à contrario soutenir via les volumes de la Garonne, le Tarn ou les rivières du Gers. Donc sur la diapositive suivante, là vous pouvez voir, donc c'est sur les 4 dernières années, la répartition des déstockages en volume médian. Donc si on regarde sur les 15 dernières années, on est à peu près à 44 millions de mètres cubes déstockés. Donc pour rappel, on en a 82. Et par rapport à ça, vous pouvez voir la répartition sur les graphiques. En jaune, c'est la répartition sur chaque année pour le mois de juillet, août, septembre et octobre. Et en gris clair, c'est les déstockages cumulés sur une année quinquennale sèche. Et en bleu, c'est les records. On peut voir que sur 2022 et 2023, on a battu plusieurs records. 2022, donc on avait déstocké au mois de juillet-août quasiment 55 millions de mètres cubes. Donc on a été obligé, suite à la sécheresse, de réviser un petit peu les objectifs et d'ajuster la stratégie. L'objectif, je ne l'ai pas redit, mais c'est de tenir du 1er juillet au 31 octobre. Donc il y a vraiment aussi cette vision d'avoir de pas tout déstocker sur juillet-août et ne plus rien avoir pour septembre-octobre. Et on le voit au contrario, en octobre, on a déstocké quasiment 50% du volume sur septembre-octobre avec 30 millions de mètres cubes et un record sur l'année à 61,2 millions de mètres cubes. Et on peut le voir sur quasiment les 30 millions de mètres cubes déstockés en septembre-octobre, c'est principalement du soutien pour le milieu naturel, pour les débits. Les usages sont beaucoup moins présents sur cette période-là.
Bon, 2024 est un peu, on a pu observer, c'est une année un peu particulière, une année plus humide où on a déstocké que 6 millions de mètres cubes, donc bien en deçà de ce qu'on a pu déstocker sur les 3-4 dernières années. Et voilà, vous pouvez voir les débits moyens lâchés sur juillet-août et sur septembre-octobre. Donc, on est à peu près à 60% des débits lâchés sur juillet-août et 40% lâchés plus pour les milieux sur la partie septembre-octobre. Ce que je disais, les objectifs pour le soutien d'étiage de la Garonne, c'est de répondre aux objectifs du SDAGE. Donc, c'est de tenir les débits d'objectifs d'étiage qui sont fixés par le SDAGE 8 années sur 10. Donc, il y a 6 points nodaux sur la Garonne. Donc, on peut voir sur ce graphique, là, c'est à Portée, sur Garonne, en amont de Toulouse, que sans soutien d'étiage, le DOE aurait été respecté que 2 années sur 10. Et grâce au soutien d'étiage, on a pu limiter la défaillance à 1 année sur 10. Donc, l'année 2022, qui est un petit peu une année atypique dans le climat actuel. Hein. Peut-être que par la suite, ça deviendra une année plus médiane. C'est aussi réduire les déficits naturels et limiter l'impact des étiages sévères sur les milieux. Donc là, vous pouvez voir les déficits observés dans la première colonne pour les différents points nodaux, Valentine, Portée, la Magistère, Tonneins. Et à contrario, les déficits sans le soutien d'étiage réalisé. Donc on voit que sur la partie, on a entre moins 50 et moins 72% de réduction du déficit. Et ça permet également de sécuriser les prélèvements pour différents usages et ça permet selon les points nodaux de réduire de 40 à 80% le nombre de jours de restriction. Donc bon, sur des années comme 2022, par exemple, on n'a pas pu réduire le nombre de jours de restriction. Enfin, on a pu réduire le nombre de jours, mais on n'a pas pu les empêcher, mais on a pu les retarder d'une quinzaine de jours, ce qui peut, sur certains usages, avoir un impact assez important. Sur la diapositive d'après, c'est pour expliquer un petit peu que bon, voilà, cette politique, elle a un coût et elle est financée en majeure partie par l'Agence de l'eau à hauteur de 50%, par les collectivités membres, donc les 4 départements et les 2 régions de la Garonne à hauteur de 10%, et par directement les usagers de la Garonne, donc côté eau potable, navigation, industrie et pour l'irrigation. Et cette redevance, elle est autour de 1,5 million d'euros sur un coût total du soutien d'étiage qui est autour de 4,5 millions d'euros. Et la répartition, vous pouvez le voir, entre l'irrigation, la navigation et l'industrie, elle est à peu près de 30-30-30. Chacun contribue à peu près à la même hauteur. Et voilà, on nous a mis des coûts estimatifs, des coûts moyens, ça représente entre 5 et 19 euros par hectare par an, entre 40 centimes et 1,30 euro par foyer par an pour l'eau potable. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu une estimation de ces coûts, c'est majoritairement porté par la puissance publique. Et sur la diapositive d'après, ça permet de montrer les enjeux liés à cette ressource. Finalement, sur le bassin de la Garonne, on voit qu'il y a beaucoup d'usages. Il y a plusieurs industriels, dont une centrale nucléaire. Il y a plus de 1,5 million d'habitants alimentés en eau potable directement par la Garonne, notamment avec Toulouse Métropole, l'agglomération d'Agen et d'autres encore. Ça permet aussi de sécuriser 70 000 hectares irrigués. Donc, ouais, il y a une pression forte autour de l'usage de l'eau et de cette ressource. Et aussi de faire le lien avec les enjeux environnementaux forts, donc de sécuriser à la fois ces usages tout en préservant au mieux les enjeux environnementaux, notamment sur la Garonne, c'est le seul grand fleuve où il y a les 8 poissons grands migrateurs d'Europe. Il y a plusieurs sites Natura 2000. Donc voilà, c'est essayer de mener cette politique en préservant à la fois l'usage économique et les milieux. Bon, sur la diapositive d'après, c'était plus pour montrer un peu que ce bassin est influencé par à la fois les Pyrénées, le Massif central, la Méditerranée, et que c'est un secteur de la région du Sud-Ouest qui va être très impacté par le changement climatique, avec une baisse des débits naturels prévue à l'horizon 2030 de l'ordre à 13 à 30%, et à l'horizon 2050, en période d'étiage, ça pourra être jusqu'à 50%. Et aussi une transition vers un régime pluvio-nival, donc avec une forte composante des débits liés à la neige,
Et dans le cadre du changement climatique, avec l'enneigement qui va diminuer, il va y avoir forcément un impact lié à ça, donc avec un allongement des périodes d'étiage. Et aussi une problématique, notamment pour la gestion de l'eau potable, qui va être la baisse des débits et surtout la hausse des températures, qui vont être liées avec la hausse des... S'il y a moins de débit, il y aura plus de concentration en pollution dans le cours d'eau. Donc voilà, je laisse peut-être, c'était pour faire un peu une transition avec O47, je laisse la suite. Bien, merci beaucoup Nicolas pour ta présentation. Donc on voit bien que c'est un enjeu qui est à grande échelle, hein, et la réponse est multiple. On peut avoir une réponse qui est aussi au niveau local. Donc c'est ce qu'on va voir notamment avec O47 et la présentation qu'ils vont nous faire, et notamment sur la ressource en eau, ce qui peut être fait. Je crois qu'il y a une question avant de passer la parole à Madame Lolanic. Il y a une question qui est donc cette baisse de débit naturel va-t-elle conduire à la remontée du bouchon vaseux? Première question. Et la seconde, c'est est-ce que la salinité est plus en amont qu'aujourd'hui? Quelles conséquences pour l'agriculture? Bref, il y a deux questions. Nicolas, si tu peux nous aider à répondre à ceci. Oui, pour le bouchon vaseux, donc forcément, s'il y a moins de débit, il va y avoir un impact sur l'étendue de ce bouchon vaseux. On l'a vu en 2022 il était assez important. Ce qui joue aussi sur ce bouchon vaseux, c'est la période de hautes eaux. Il faut des petites crues pour essayer de chasser un peu ce bouchon vaseux. Donc forcément, oui, on peut s'attendre à un bouchon vaseux qui soit un peu plus important. Si tu veux compléter. Oui, peut-être redire, il y a les réponses techniques et il y a, par rapport à ce bouchon vaseux, il y a aussi les réponses en termes de gouvernance. Juste deux mots pour vous dire que le SMEAG aujourd'hui travaille pour se transformer en établissement public territorial de bassin, mais au-delà de cette transformation, c'est aussi sa gouvernance avec la recherche d'associer désormais 3 nouveaux départements, l'Ariège, les Hautes-Pyrénées et le Gers, pour avoir une gestion encore plus globale. Et de travailler, on va dire, ce qui est déjà le cas, mais de renforcer nos liens par rapport à ce sujet que vous dites du bouchon vaseux avec le PTB de l'estuaire, le SMIDEST. Et donc, on travaille pour vraiment avoir une gestion des Pyrénées jusqu'à l'estuaire en associant, vous le voyez sur l'écran, nos collègues de l'EPTB du Lot et de l'association qui est en train de se monter sur le Tarn et l'Aveyron. Donc, c'est vraiment... on va dire, conjuguer les synergies à différentes échelles pour pouvoir répondre à ce défi du changement climatique qui va effectivement toucher le bouchon vaseux parce que il y a aussi l'élévation du niveau de la mer qui est engagée déjà au regard du changement climatique. Bien, merci beaucoup pour ces réponses. Les autres questions qui pourraient être posées par la suite, on pourra bien sûr y répondre directement dans le site que je vous ai montré donc, en amont. Et bien, pour respecter au mieux l'horaire qu'on s'est donné, je vais de suite passer la parole donc, à O47, Madame Lolanic, pour une présentation donc, sur le schéma de la ressource en eau du département du 47. Madame Lolanic, voilà. Au 47, alors juste une présentation du syndicat vite fait. Au 47 représente le 2/3 des communes du département, c'est-à-dire 265 sur 319. Et nous avons les 3 compétences, enfin, ou 2, AEP et assainissement. Et on gère 9000 km de réseau. Je ne vous dis pas les châteaux d'eau et le reste. Voilà. Et nous prélevons 18 millions de mètres cubes à l'année. Et nous avons, à la demande de l'Agence de l'eau, en partenariat avec l'Agence de l'eau, porté un schéma départemental de ressources. Et là, l'intérêt qu'il y a eu, c'est que tout le monde autour du département s'est mis avec nous. Nous sommes le porteur de projet, c'est vrai, mais l'Aglo d'Agen, les syndicats qui sont limites avec le Lot, la Dordogne et d'autres syndicats plutôt Gironde, on s'est tous associés pour avoir un bureau d'études et nous faire un schéma ressources. Et la problématique, c'est de faire sur un... On avait tout le monde, le bureau d'études, mais aussi on avait toutes les collectivités, tous les services de l'État qui nous ont très bien accompagnés, l'Agence de l'eau et le département du Lot-et-Garonne. Pour le financement, c'est 70% de l'Agence de l'eau, on a été bien aidés, et 30% en collectivité, c'est-à-dire on s'est partagé la facture avec tous les partenaires. Oui, je vais prendre le relais. Bonjour, Nadine Launay, je
suis la directrice des services. Donc on a en effet travaillé ensemble pour un objectif qui est clair, c'est d'essayer d'avoir une adaptation du Lot-et-Garonne. Alors on a parlé pas mal de changements climatiques, on va continuer à en parler, face aux pressions croissantes sur la ressource en eau. Donc vous avez cité plus 1,5 million d'habitants d'ici 2030, c'est les chiffres issus de l'agence de l'eau, notamment sur l'axe Garonne. Donc certes, le Lot-et-Garonne en prendra peut-être pas la majorité, mais en tout cas aura aussi cette croissance et ce développement. Donc c'est important de pouvoir s'adapter et y faire face. On a, bien sûr, on sait que c'est aussi des chiffres de l'agence de l'eau que plus 1 degré sur le climat au global, c'est 1,6% d'eau potable consommée en plus. Donc ça aussi, ça fait partie des évolutions qu'il faut prendre en compte et on va en parler beaucoup. C'est vraiment comment on va s'adapter, qu'est-ce qu'on va prendre en compte pour pouvoir répondre à la demande à la fois des abonnés, mais pas que des abonnés, en effet des industriels, des agriculteurs, etc. On a besoin tous de l'eau, c'est un bien essentiel et donc il faut qu'on arrive à répondre aux besoins de tous. De plus, le schéma directeur répondait aussi à une problématique dont on va parler tout le long, qui est on puise beaucoup sur le département, sur les nappes profondes qui sont dans le Crétacé jurassique et ce sont des nappes moratoires, donc on a interdiction en tout cas de créer de nouveaux prélèvements sur ces nappes-là et donc on sait qu'elles évoluent et qu'elles diminuent d'année en année et donc l'intérêt aussi du schéma, c'est d'essayer de porter moins le prélèvement sur cette ressource précieuse et d'essayer de reporter ces prélèvements vers d'autres ressources comme les eaux superficielles des rivières. Donc l'intérêt du schéma était vraiment de s'adapter à tout ça. Je vais passer vite là-dessus, Madame Lelanick l'a bien dit. Donc, on est porteur du projet parce qu'on prélève en gros 50% de la ressource du département. Mais vous avez présente ici toutes les autres parties prenantes, c'est-à-dire toutes les collectivités compétentes en eau. Donc, je vais citer Syndicat des eaux de l'Alémance, l'agglomération d'Agen a été cité aussi par Madame Lelanick, la communauté d'agglomération Val-Garonne Agglomération, le syndicat des eaux Garonne-Gascogne et 3 communes, on va dire, indépendantes, Ouillès, Boussès, Durance. Voilà. Donc le coût de l'étude, vous l'avez vu, et on va voir tout à l'heure un peu les interactions et comment on a pu travailler avec l'ARS et la DDT aussi sur ce projet. L'ensemble des collectivités, on vous a présenté tout à l'heure au 47, c'est la partie en bleu, mais vous voyez que l'ensemble des collectivités, c'est 180 000 abonnés, c'est 35 millions de mètres cubes prélevés en Lot-et-Garonne, dont 15 millions de mètres cubes qui sont prélevés dans les nappes profondes. Donc c'est un des sujets importants, c'est de bien protéger, on va dire, ces nappes et d'essayer de travailler, alors bien sûr, évidemment, sur réduire le prélèvement, mais aussi s'adapter et travailler sur comment pouvoir répondre à tous les enjeux des évolutions du département, des besoins futurs en eau potable, et tout ça sur un horizon qui est 2050. Je vous ai mis quelques références, mais je pense que vous retrouverez la présentation, quelques références qui ont été travaillées avec le bureau d'études, le bureau d'études CEREG, qui a travaillé sur le schéma. Mais voilà, bon, quelques données sont issues dans le schéma, les données de base sont issues de ces références de l'Association climatologique de la Moyenne-Garonne et du Sud-Ouest. Le SMEAG, bien sûr, a participé, et le BRGM. Bon, on aurait pu citer d'autres ressources, évidemment, mais on va dire que c'est les essentiels sur le dossier. On vous a présenté ici quelques
que voilà, quels ont pu être les freins, des rares départements à avoir fait ce schéma directeur à une échelle justement départementale, c'est-à-dire, comme l'a dit Madame Le Lanning, d'avoir réussi à regrouper toutes les compétences en eau autour de ce schéma et vous le verrez après, suffisamment fédéré pour avoir un engagement et une charte pour porter cet engagement sur le long terme. Bon, on va dire qu'au départ, les freins, ça aurait pu être justement de convaincre l'ensemble des collectivités de la pertinence de l'étude d'un schéma départemental. Mais finalement, entre justement les évolutions climatiques, peut-être l'année 2022 qui a été favorable par rapport, vous l'avez cité dans votre présentation, alors favorable dans ce sens-là, c'est-à-dire que ça a fait prendre en effet prise de conscience sur la nécessité de se projeter sur un risque de manque d'eau sur certaines zones, sur certains secteurs. Donc, au 47 était déjà moteur sur le sujet et comme je vous l'ai dit, prélève beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on a été porteur de ce projet, mais toutes les collectivités ont bien participé. Ce qui peut être un frein sur ce genre d'études, c'est comment se projeter sur la suite. On avait quand même des incertitudes et on commence à y voir un petit peu plus clair, mais on ne sait pas trop en termes d'évolution ce que va nous apporter, par exemple, le projet de la LGV qui traverse le département. C'est très difficile de se projeter ou même industriel qui pourrait être apporté par ce type de projet. Les difficultés de récupération de données, parce qu'à une échelle départementale, et puis pas toujours, on n'est finalement pas tant précis sur les données, notamment sur les nappes profondes. Il y a beaucoup d'études encore en cours. Et ce qui a été une volonté de l'étude, c'est de la faire dans un délai très court, pour ne pas qu'une fois que l'étude et le schéma soient finis, les données soient déjà obsolètes. Donc, on a voulu un vrai état des lieux fait dans un délai record, et ça, il faut une étude. Et puis, toutes les parties prenantes qui ont participé et qui ont fourni les données. Mais l'idée, souvent, quand on fait des schémas directeurs, ça met 3-4 ans, et derrière, quand on a fini le schéma, les données sont déjà plus bonnes, donc quasiment, ou en tout cas, il faut refaire une mise à jour. Donc là, on se veut un état des lieux qui est quand même assez représentatif de l'instant T, de cette année, on va dire 2023-2024. Et maintenant, évidemment, il faut que ça vive, comme tous les schémas, et il y aura des mises à jour en fonction des évolutions démographiques, économiques, touristiques que l'on va prendre en compte. La particularité aussi, c'est qu'on a eu une aide aussi de l'Agence de l'eau pour avoir un chargé de mission pendant 2 ans qui a été porté aussi en grande partie 50% par l'Agence de l'eau parce que c'est aussi un travail de suivi justement qui est important. Donc ça fait partie des leviers qui ont permis tout ça. Et maintenant, il faut mettre tout ça en musique. Et donc, il y a des comités techniques qui ont été mis en place pour arriver à avancer. On va dire qu'il y en a tous les 6 mois à peu près, des comités réguliers, des discussions régulières, il y en aura toujours. Mais en plus, tous les 6 mois, il y aura un comité technique. Donc, un beau travail collaboratif, avec des recherches de compromis, des discussions. Vous allez le voir pour l'engagement sur la charte. Il y a forcément des discussions parce que chaque collectivité n'a pas exactement les mêmes problématiques. Vous pouvez avancer. Voilà, alors globalement, je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails, mais le projet, le schéma a amené à un certain montant de travaux, 100 millions d'euros de travaux à mettre en place. Alors, il y avait quand même déjà de gros travaux d'interconnexion qui avaient été faits, notamment sur le secteur d'eau 47. Il y a toujours des choses à faire, mais sur la sécurisation, il y avait déjà eu un gros travail de fait. Ça a permis quand même de mettre en avant les zones, on va dire,
pas blanche, mais en termes de secours, où on pouvait avoir encore des manquements, que ce soit pour l'ensemble des collectivités et pour O47. Et pour l'agence de l'eau aussi. Et pour l'agence de l'eau aussi, de bien voir. Donc l'idée, c'est de travailler, donc il y a eu plusieurs thématiques, substitution des nappes profondes, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a quand même 2 usines d'eau potable qui sont prévues sur la partie déjà au 47, hein. Donc c'est quand même des gros projets pour aller puiser plus en rivière, notamment sur les zones, ça restera des secours, hein. Quand même qu'on n'arrêtera pas les forages, hein, et le prélèvement en nappe profonde, mais ça permettra justement de travailler intelligemment, c'est-à-dire de réduire, notamment quand on n'est pas en période d'étiage, de réduire le prélèvement sur les nappes profondes et inversement, pendant les périodes d'étiage, de quand même continuer à solliciter ces nappes profondes et de façon à les maintenir en état. Je ne vous fais pas tout le détail, mais dans la préservation du patrimoine, on a toute la partie économie d'eau, hein, avec augmentation des rendements. Donc l'engagement sur la charte, c'est 5%, d'augmenter de 5% les rendements, donc de diminuer de 5% les pertes en eau, et d'avoir un taux de renouvellement minimum des canalisations pour éviter les fuites sur réseau supérieur à 1% pour l'ensemble des collectivités compétentes. Donc, des sécurisations, parce qu'il y a encore des interconnexions à faire. Et après, un travail toujours important sur l'amélioration de la connaissance, avec, alors même si on a déjà aussi pas mal d'équipements, un travail sur des supervisions, hypervisions pour avoir une connexion et bien maîtriser nos ressources et les interconnexions que l'on a entre chaque prélèvement. Et travailler aussi sur des solutions alternatives, hein, des stockages d'eau, des réutilisations d'eau usée traitée et l'utilisation potentielle éventuellement de gravières et sablières. Tout ça permettant de passer d'un prélèvement, si vous cliquez normalement encore, voilà, vous avez un prélèvement à la base qui était sur les nappes profondes globalement de 66%, et qui passerait à 22% à l'horizon 2050. Une fois tout ce processus mis en place, et c'est quand même, comme je vous le disais, 100 € d'investissement pour l'ensemble des collectivités, dont 80 millions pour O47. Vous pouvez avancer si vous souhaitez. Donc, ça aboutit tout ça sur la charte. Je vous ai mis juste l'engagement sur les économies d'eau, mais il y a beaucoup d'engagements pris qui sont des engagements moraux, on va dire. C'est un peu un engagement moral. Mais donc, les 5% d'augmentation des rendements, c'est 1 500 000 mètres cubes d'économies d'eau. Les économies sur les abonnés, mais on voit qu'il y a déjà un travail de sensibilisation qui continue. C'est 10% de baisse des consommations, c'est 2 millions de mètres cubes. On sait qu'on est déjà, pas à la moitié, mais presque déjà naturellement, et par le travail qui est fait globalement au niveau national sur la sensibilisation. Mais nous aussi, on continue, hein. Vous avez peut-être entendu sur, alors peut-être plus les locaux, les Lot-et-Garonnais sur 47 FM, on fait des interventions sur les éco-gestes, l'économie d'eau, la facture d'eau, expliquer voilà, nos problématiques, hein, pour que tout le monde soit bien sensibilisé sur ces sujets. Donc globalement, on essaie aussi, et ça c'était un des sujets que vous souhaitiez qu'on aborde, globalement on essaie de travailler de façon plus étroite encore avec les EPCI, les communes et évidemment les autres collectivités compétentes en eau pour travailler intelligemment. Sur les EPCI, on fait sur les intercos, on fait des réunions régulières pour bien prendre en compte leurs besoins. Et plus on a les besoins en amont, plus on arrive à anticiper et ne pas limiter le développement économique, parce que le but, c'est pas non plus d'avoir un territoire qui soit gangréné et qui n'arrive plus à se développer. Il faut qu'on arrive à travailler intelligemment et qu'on soit suffisamment en amont pour que voilà, les usages ne soient pas complètement bloqués.
et qu'on puisse avoir quand même du développement économique avec les intercommunalités. On voit bien que voilà, le Lot-et-Garonne a quand même des grosses richesses et il faut continuer sur ce développement. Disons qu'à travers les intercommunalités, on se sert surtout des PLUI et des spots qui se mettent à jour. Et on est toujours invité à toutes les réunions, ce qui fait qu'on sait où vont se faire les projets. Et surtout, on a commencé, ce schéma a permis aux intercos d'être sensibles sur l'implantation des projets. On a des gros projets qui sont arrivés sur certaines intercommunalités où ils demandaient des grandes quantités d'eau. Quand on a affiné, c'était vraiment que de l'eau potable pour le personnel. Et on a pu aider à l'implantation de ces industries. C'est un travail en commun, en partenariat entre les intercommunalités. Mais c'est déjà du travail que l'on faisait avant et on est en train de l'affiner. Et surtout, à travers les SCOT et les STRADET, on est obligé d'affiner toute notre politique et toutes nos implantations en fonction de ça. On est en train pour des interconnexions, on n'a pas choisi les lieux. Il y a encore un lieu qui nous manque parce que c'est en fonction de l'économie touristique. Ce sont des choses qui ne sont pas définies encore. Et c'est le fait de travailler ensemble au quotidien qu'on avancera. Mais c'est l'histoire on a une histoire quand même, voilà. Bien, merci beaucoup à Madame Lolanic et Madame Launay pour votre intervention. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées dans le chat par la présentation. mais vous avez déjà répondu en partie, notamment, justement, vous avez parlé des liens entre votre schéma et les SCOT, les PLUI. Vous avez parlé que ça a permis d'affiner des endroits où il y a des industries qui sont créées, en tout cas implantées. Est-ce que, à l'inverse, si on peut répondre un peu à la question qui a été posée, il y a des secteurs où vous avez pu identifier et dire non, là, ce n'est pas possible parce que justement, c'est un secteur à enjeu où il y a un déficit. C'est pas encore le cas. Pour encore, non. Ouais. C'est pas encore le cas. Là, je vois les questions, le coût, oui, on a des problèmes d'eau de surface, mais on les a traités, c'était avec les pesticides. On a fait une usine, on a équipé une usine, c'est sur la Baïse, et après, nos prélèvements en eau de surface, c'est le Lot et la Garonne. Pas de PFAS et on n'a pas il n'y a pas trop de soucis. Le seul souci sur la Garonne, c'est la température de l'eau. Ouais, c'est ce que je vois. Et quant au prix, on est déjà assez élevé, donc on va s'en tirer. Je pense qu'il y aura pas trop s'il n'y a pas trop de baisse de consommation, il n'y aura pas trop d'impact sur le prix. Ce qu'on peut dire, alors oui, évidemment, il y a des coûts supplémentaires à traiter, à prélever sur des eaux superficielles. Je vois la question, elle est revenue deux fois. Évidemment, il y a un surcoût sur les eaux superficielles. C'est pour ça qu'on ne va pas non plus totalement se passer des eaux de nappe profonde. Forcément, les traitements sont un peu plus avec des étages. On parlait des pesticides, mais pas que, toutes les matières organiques. Donc, l'usine traitera-t-elle les PFAS? Alors, en fait, on a déjà, sur certaines installations, mis en place du traitement des pesticides. Et on se rend compte que ça marche aussi sur les PFAS. Donc, pour répondre, les traitements type charbon actif, mais en fixe, couplés avec des charbons actifs en liquidisé, ont quand même une bonne efficacité sur les PFAS. Donc, on ne sait pas exactement encore les campagnes de mesure selon les eaux superficielles. On en aura, mais a priori, on sera capable de les traiter sur les usines. Mais ça a un coût, en effet, et on essaiera d'avoir une intelligence pour pas avoir une augmentation démesurée de l'eau, mais on le sait tous, et ça a été dit, je pense, par beaucoup de fédérations, FNTP, FNCCR, etc. À un moment donné, il faudra que le service de l'eau soit rétribué à sa juste valeur, quoi. On pourra pas toujours maintenir un prix. On fera en sorte d'être raisonnable. Voilà. Bien, merci beaucoup, Madame Lolanic et Madame Launay pour votre présentation, encore une fois. Je vous passerai les questions parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont été posées encore, mais je vous les passerai. Bien sûr, comme je disais en introduction, on pourra retrouver les questions et surtout les réponses à ces questions ultérieurement dans la page qui est dédiée. En tout cas, merci beaucoup.
Merci aussi à ceux qui ont réagi, qui ont posé les questions. Ne vous inquiétez pas, on pourra y répondre, mais on va y répondre ultérieurement. On va laisser la place à Madame Cécile Rossi pour sa présentation. Et donc, merci encore à O47 pour son temps. Madame Rossi, je vous laisse donc la parole. Merci. Bonjour à tous. Vous voyez bien Oui, super, très bien. le PowerPoint en grande fenêtre? Oui, en présentation, oui. Très bien. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc Cécile Rossi, moi je voulais vous présenter une étude sur l'eau qu'on a menée spécifiquement dans le cadre de l'élaboration de notre SCOT. Alors attendez, je vais essayer de voir si je peux pas, parce que je vous vois plus moi. Hop, voilà, parfait. Nickel. Dans le cadre de l'élaboration de notre SCOT, donc nous on est le SCOT de la vallée de la Drôme aval. Ah, je suis désolée, j'arrive pas à défiler. Ah, c'est bon. On est le SCOT de la vallée de la Drôme aval. On se situe entre Valence et Montélimar. On est sur 2 EPCI, 44 communes, environ 46 000 habitants. On a un territoire qui est plutôt rural avec une qualité, qui est reconnue en fait pour la qualité de son cadre de vie. On a 3 villes-centres qui sont Cré, Livron, Loriol. On a un SCOT qui se projette à horizon 2041. On a débuté l'élaboration de notre SCOT en 2018 par le diagnostic et l'état initial de l'environnement. En 2019, on a débattu le PADD en décembre 2019. Et entre 2020 et 2023, on a réalisé le document d'orientation et d'objectifs, donc qui est les réglementations, la traduction finalement réglementaire du projet politique de notre SCOT, de notre PADD. Cette phase, elle a été un peu plus longue parce qu'il y a eu le Covid, le changement de mandature, et on a aussi réalisé l'étude sur l'eau que je vais développer juste après. On a arrêté le SCOT en décembre dernier. L'idée, c'est de l'approuver le mois prochain, en décembre prochain. Par rapport à l'eau potable, je voulais vous mettre quelques éléments de contexte spécifiques par rapport à ça. Donc, on a un territoire qui est attractif et touristique. C'est important à noter parce qu'on a une croissance démographique pendant l'été et durant la période d'étiage, là où on a justement des ressources en eau qui sont plus réduites. On a un territoire qui est en partie montagnard, donc avec des zones topographiques qui vont être complexes. Donc pour tirer des réseaux, c'est pas forcément évident. Et sur 44 communes, on en a 34 qui sont en régie autonome. Donc le reste, les 10 autres communes sont organisées en syndicats d'eau potable. On a un territoire, comme les autres, qui est potentiellement vulnérable au changement climatique, avec une baisse des débits des rivières et une hausse des besoins agricoles. Donc, ce qui nous a poussé, nous, à réaliser cette étude-là, c'est qu'on n'avait pas de vision synthétique sur les ressources et sur les besoins en eau potable sur le territoire du SCOT, notamment par la configuration que je viens de vous citer. Et donc là, c'est posé plusieurs questions. La première, c'était de savoir qui allait porter cette étude-là. Est-ce que c'était le SCOT, le SAGE? On a la chance d'avoir presque sur l'intégralité du territoire du SCOT un SAGE, qui est le SAGE Drôme. Donc, est-ce que c'était plutôt finalement le SAGE qui était légitime à porter cette étude, le SCOT, etc. Donc, on s'est tout d'abord réunis avec l'ensemble des acteurs de l'eau potable pour discuter. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a été plusieurs discussions pour vraiment savoir qui allait porter cette étude. Nous, on était plutôt volontaires et voilà, on a été volontaires pour porter cette étude-là. Ça convenait à l'ensemble des acteurs de l'eau potable, donc on est parti pour cette réalisation-là. La deuxième question qui s'était posée, c'est savoir si on le faisait en interne ou si on externalisait. Moi, je préférais quand même le faire à l'aide d'un bureau d'études, notamment pour avoir, que les chiffres qui allaient en ressortir n'allaient pas forcément être remis en question, parce que c'était un sujet qui était politique sur le territoire. Et donc, on a externalisé l'étude, qui a duré 1 an avec un bureau d'études. Et dès le début, même en amont, en fait, de recruter le bureau d'études, on a rédigé le cahier des charges avec au sein d'un COPIL et avec l'ensemble des acteurs de l'eau sur notre territoire, donc l'agence de l'eau, la DDT, les départements, les EPCI et le SAGE. La question qu'on s'est posée dans le cadre de notre étude, c'était justement comment mettre en cohérence le développement territorial et les ressources en eau potable et comment on peut accueillir les 11 000 nouveaux habitants
de notre territoire qu'on a projeté en fait d'accueillir d'ici 2041 au vu de la disponibilité des ressources en eau potable? Est-ce qu'il y aura justement assez d'eau finalement pour alimenter tous ces habitants? Est-ce que les prélèvements en eau potable permettront de laisser assez d'eau aussi aux rivières en période d'étiage, qui est évidemment l'objectif environnemental? On a organisé cette étude en plusieurs étapes. La première, c'était de réaliser un bilan besoins-ressources en eau potable actuelle et ensuite de se projeter avec les besoins futurs qui sont liés à la croissance démographique et aussi au changement climatique. Et enfin, d'élaborer un plan d'action à horizon 2040. L'idée, c'était vraiment que cette étude, elle s'inscrive dans une démarche qui est plus globale, en lien avec les autres usages de l'eau et l'évolution de la ressource, donc avec, de manière très proche avec les sages et les PTGE. Donc, dans le cadre du bilan actuel, en période d'étiage, nous on travaille en période d'étiage, voilà, là je vous ai mis en fait l'ensemble des données qu'on a utilisées pour réaliser aussi bien le volet ressources que besoins. Donc avec les données ADES, les sages, les EVP, les PGRE, les mesures de débit de l'ADREAL. Pour le volet prospectif, on s'est appuyé sur l'étude Explore 2070 pour la vulnérabilité des ressources au changement climatique et on a complété tout ça par des entretiens avec les acteurs afin d'avoir une vision globale des ressources en eau. Et pour le volet besoin, on s'est appuyé sur les ressources qui étaient existantes, qui n'étaient pas forcément homogènes d'une commune à l'autre. C'est là où il a fallu aussi faire un travail d'homogénéisation et des fois même d'extrapolation. On a travaillé avec des données de RPQS, les données 6PA, RAD, les SDAEP, les fichiers redevances de l'Agence de l'eau, etc. Et on a aussi complété ces données-là par des entretiens auprès des syndicats d'eau potable, mais aussi on a envoyé un questionnaire à l'ensemble des communes pour pouvoir essayer d'homogénéiser au maximum les données. Et là, on voit le schéma donc, de notre bilan actuel, donc c'était en 2022, hein, et on voit qu'on est déficitaire par rapport au volume autorisé à prélever. Ensuite, on s'est penché justement sur le bilan futur, le bilan besoins ressources futurs d'ici 2050. Donc on a, comme ça a été présenté avant, hein, on a estimé finalement le changement climatique sur notre territoire, donc avec 1 degré supplémentaire, une hausse en moyenne de 20% d'évapotranspiration, des précipitations qui seraient en hausse en période hivernale et qui auraient une tendance incertaine finalement sur le reste de l'année, et une baisse du débit moyen de la Drôme de 15 à 20% sur l'année, mais qui pourrait augmenter à 30 à voire 50% en période d'étiage. Pour se projeter dans l'avenir, on a estimé les besoins futurs avec notamment une prise en compte des projections démographiques. Donc 11 000 habitants, ça représente 1% de croissance démographique. Ça peut paraître beaucoup, mais nous, je fais une petite parenthèse, mais elle est importante sur quand on regarde notre croissance démographique passée, sur les 15, voire même 20 dernières années, on est à 1% de croissance démographique. Donc là, les élus ont fait le choix d'un scénario qu'on appelle au fil de l'eau, d'un maintien de cette croissance démographique-là. On a estimé une consommation unitaire en eau potable à environ 150 litres par jour par habitant et un maintien des réseaux de 80%. On est en moyenne, nous, sur 80% de rendement, donc c'est vraiment l'idée de les maintenir. Et une consommation en période estivale qui augmente en moyenne de 20% par rapport au reste de l'année. Donc ça, c'est voilà, un schéma qui nous montre finalement le bilan besoins ressources à horizon 2040 en période d'étiage. Et on voit évidemment que le déficit, le dépassement augmente. La partie en verte, c'est le dépassement actuel des volumes prélevables qui se répète avec les années. Et en bleu, c'est la hausse des prélèvements liés à l'accueil de nouveaux habitants. Pour travailler sur le plan d'action et le dessiner, on a organisé différents ateliers de concertation donc avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et l'idée là, c'était vraiment de partager aux élus le bilan actuel et futur de l'eau potable de notre territoire, afin de faire émerger un panel de solutions qu'on a étudié très en détail pour justement pouvoir équilibrer ce bilan futur. Et là, on avait vraiment une feuille avec l'ensemble des actions, avec le volume économisé, de manière chiffrée aussi d'un point de vue financier. Ça, c'est
c'est la stratégie donc, qui a été décidée dans le cadre de ce travail-là et de ces différents ateliers de concertation. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail parce qu'il est quand même vraiment très spécifique à notre territoire, mais globalement, on retrouve les actions qu'on a pu retrouver dans la présentation précédente avec des économies d'eau, des actions aussi de substitution avec par des ressources alternatives qui permet justement d'alléger les prélèvements en période d'étiage dans la ressource du bassin versant de la Drôme, une amélioration des connaissances. Et on a aussi, nous, un volet qui va être la recherche de nouvelles ressources via des études hydrogéologiques. Donc on a, nous, 4 ressources, 4 études potentielles à lancer. Certaines ont déjà été lancées. Et là, je vous ai mis pour chacune des actions, en fait, le bureau d'études nous a réalisé une fiche action spécifique où on retrouve nos actions. Donc là, typiquement, c'est sur l'économie d'eau potable avec la réduction des fuites, le maintien des rendements, l'amélioration des rendements, sur la diminution des coûts unitaires. Avec on précise aussi on peut réviser les modes de tarification, travailler sur la sensibilisation sur la consommation en eau potable et aussi la maîtrise de la fréquentation touristique. Par exemple, nous, dans le cadre de notre document d'orientation et d'objectifs, un positionnement fort des élus, c'était de dire on est suffisamment doté. Le diagnostic nous dit qu'on est suffisamment doté en camping sur notre territoire, donc on n'en veut pas de nouveau. On interdit finalement l'installation de nouveaux campings sur le territoire et on limite très fortement l'extension des campings existants. Ça permet de maîtriser en partie, pas complètement, mais en partie, la fréquentation touristique en période d'étiage sur le territoire. Sur ces fiches actions, donc on avait pour chaque action le volume économisé, le coût des actions et les points d'attention. Et donc enfin, on avait le volume économisé potentiel. Donc on voit sur le schéma les parties en verte, c'est les volumes qui sont réellement économisés via les actions de sensibilisation, via les actions qu'on va pouvoir mettre en œuvre en distribuant les kits vraiment spécifiques pour faire des économies d'eau. Et la partie en jaune, c'est les impacts quantitatifs qui sont évités. Donc là, on est plus sur de la substitution. Aujourd'hui, on est à N+2 de l'étude. Ce qui a changé pour nous depuis 2 ans, c'est vraiment finalement notre manière de travailler avec les acteurs de l'eau potable. On travaille maintenant de manière très rapprochée avec eux. On est vraiment invités à leurs différentes réunions. Là, ils sont dans la révision de leur SAGE. On est conviés. Ils sont dans l'écriture de leur dans leur PTGE. On est aussi amenés à travailler avec eux de manière rapprochée. Et ce qui témoigne d'une bonne réappropriation de l'étude, c'était vraiment l'objectif premier qu'on fasse cette étude et qu'elle soit réappropriée par la suite. C'est qu'elle va être reprise dans le volet eau potable du futur PTGE de notre territoire. Donc ça, c'est vraiment un gage finalement de la bonne appropriation de l'étude. On n'a pas encore fait le bilan à N+2, ce serait bien de le faire. Là, on manque un petit peu de temps, on est quand même vraiment dans l'approbation de notre SCOT, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va envisager là dès début 2025. Mais néanmoins, il y a plusieurs choses qui sont en cours de réalisation. Il y a déjà 2 études qui ont été lancées sur notre territoire. Les études hydrogéologiques pour les nouvelles ressources. On travaille aussi à la gouvernance. C'est pas quelque chose qui est simple à mettre en place, la gouvernance de l'eau potable, mais on continue à travailler là-dessus au travers des différentes instances dans lesquelles on se retrouve avec les acteurs de l'eau. Voilà ce que je pouvais en dire. Merci beaucoup, Madame Rossi, pour votre présentation. C'est intéressant de voir qu'un SCOT peut autant se saisir de la question de l'eau, en tout cas dans son territoire. Donc, c'est un bon exemple aussi de ce qui peut être fait aussi par un SCOT, pas forcément par un acteur de l'eau, mais aussi un SCOT qui va vraiment à la recherche d'informations et en tout cas d'un travail intéressant sur la question de l'eau. Il y a 2 questions qui ont été posées. Donc la première, c'est par rapport à l'étude. Est-ce qu'elle est disponible? Est-ce qu'on peut, on peut y avoir accès? Oui, tout à fait. Alors, tout est disponible sur notre site internet, donc du SCOT Vallée de la Drôme. Et il y a aussi, donc les études sont disponibles et on a aussi fait un rendu de l'étude. Donc, c'était en octobre 2022. On a filmé ce rendu
Il est, voilà, après, il est très spécifique à notre territoire, mais il est quand même très intéressant. Il y a un hydrogéologue qui intervient et qui explique vraiment tout le système géologique de notre territoire avec le fonctionnement des karsts, etc. Ça aussi, c'est disponible sur notre site. Ok, très bien, merci beaucoup. Et il y a deux questions de plus. Une notamment, est-ce que vous avez pu estimer les besoins en eau futurs à l'échelle des territoires et des maîtres d'ouvrage AEP? Est-ce que c'est... Alors ouais, on a estimé hein, les besoins futurs. C'était vraiment l'objectif en tout cas de cette slide-là. C'est vrai que je ne suis pas rentrée dans les chiffres parce que, encore une fois, hein, c'est spécifique à notre territoire, mais on les a estimés. Pour le volet AEP, nous on s'est vraiment penché uniquement sur le volet AEP et donc on voit là qu'on augmente finalement notre besoin à horizon 2040 de 470 000 mètres cubes. Et une dernière question, quels sont les postes de consommation en eau qui ont évolué depuis l'étude? Alors on n'a pas forcément, c'est ce que je disais en conclusion, aujourd'hui on n'a pas forcément fait un bilan pour savoir ce qu'il en était et les impacts de l'étude sur les postes en alimentation. C'est quelque chose qu'on va, je pense, faire là en 2025. Mais là, clairement, on n'a pas eu le temps de le faire encore. Merci beaucoup pour vos réponses. Il y a peut-être d'autres questions qui vont vous seront posées par la suite, mais je le disais aux personnes qui étaient présentes, vous pourrez retrouver l'ensemble des questions et surtout les réponses par la suite, donc dans le lien FAQ. Et donc merci encore Madame Rossi pour votre intervention. Et puis c'est intéressant de voir aussi les modes de travail qui ont évolué, hein, ce que vous disiez tout à l'heure en fin de présentation, c'est que l'étude a aussi permis de créer plus de liens en tout cas entre l'urbanisme et puis les acteurs de l'eau dans votre territoire. Vous parlez des sages, mais aussi des structures qui travaillent notamment pour l'AEP. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir ces liens qui peuvent être faits et les modes de travail qui peuvent s'en suivre par la suite, puisque ce sont très bénéfiques pour les territoires par la suite. Et avant de finir et de respecter donc au mieux l'horaire qu'on a convenu, donc il nous reste toujours 3 minutes. Et je voulais donc revenir sur le programme qui va suivre, à savoir le rendez-vous le 7 février. Donc on va laisser passer la période des fêtes et puis du coup le début d'année où c'est toujours un peu à course justement pour rattraper un peu le temps. Donc rendez-vous le 7 février où on parlera des enjeux notamment sur la question des inondations. Ce sera le thème qui sera évoqué donc le 7 février, vous êtes tous conviés, bien sûr. Et puis, donc voilà, je n'ai plus qu'à vous remercier à tous pour votre présence. Merci encore une fois aux intervenants. Et puis, comme ça a été dit en introduction, c'est ma dernière, mais en tout cas, je continuerai à suivre maintenant comme plutôt personne qui va être là pour suivre les présentations. Donc, merci à vous tous pour votre appui par rapport à ce travail qui a été lancé. Et je vous souhaite donc une bonne continuation à vous tous et bon week-end en avance.